Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 27 avril 2022. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. L'UNICEF appuiera Madagascar dans la recherche de solutions aux problèmes de manque d'eau dans la partie sud de l'île, selon le directeur régional de l'Afrique australe de l'UNICEF, Mohamed Mustafa Malik Fall, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, Andry Rajoelina, aujourd'hui. Selon ce haut responsable, le but de son déplacement est de voir la situation afin de mettre en place une collaboration. Ainsi, le plus important sera de solutionner de manière pérenne le manque d'eau dans le sud du pays, outre l'aide à la population victime de catastrophes naturelles. Reportage de Judikel Rangenirine et Andoran Zadjebe. Le directeur régional de l'Afrique australe auprès de l'UNICEF, Mohamed Mustafa Malik Fall, effectue une mission dans le pays actuellement. Il est venu rendre visite au président de la République, Andry Rajoelina, aujourd'hui au palais d'État d'Yavulu, accompagné du coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo. Le but de sa mission est de voir la situation dans le pays. Durant sa rencontre avec le président, il a été évoqué les difficultés que traverse la population à cause des crises dues à la Covid-19, au cyclone, mais aussi à la sécheresse dans le sud du pays. Les deux parties se sont concertées sur les priorités et le directeur général a félicité le président malagasy pour ses visions afin de trouver des solutions pérennes au manque d'eau dans le sud. La vision des deux parties sur la question concorde. Non seulement il faut intensifier les actions pour atténuer la souffrance des populations, venir en aide aux populations qui en ont le plus besoin. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est sa vision à long terme. Comment faire pour que la sécheresse ou l'intervention du gouvernement et des partenaires ne se répète tous les ans. Comment rendre, par exemple, l'approvisionnement en eau un peu plus durable. L'eau pour le bien-être des populations, mais aussi l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage. Et c'est seulement de cette façon qu'on peut avoir une réponse qui s'adresse à la nature structurelle de la sécheresse, qu'il a décrit comme un phénomène que l'on voit dans le sud depuis les années 1930. Et 90 ans encore après, on est en train de vivre les mêmes chocs. Et il est temps maintenant qu'avec les partenaires, qu'on trouve des solutions, mais des solutions cette fois-ci durables. L'UNICEF a montré sa volonté d'aider Madagascar dans les différents défis qu'il doit relever. Des travaux qui coïncident également au secteur d'intervention des Nations Unies. L'UNICEF, sur le plan international, est mandaté par la communauté internationale pour jouer un rôle de premier plan dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. On joue ce rôle dans le contexte des urgences, mais on joue ce rôle aussi dans le contexte du développement. Et donc nous avons répondu favorablement à l'appel du président en disant qu'on va mobiliser ce qu'il faut comme ressources. Nous avons l'expertise, nous l'avons fait dans d'autres pays et c'est ce qu'on compte faire à Madagascar. Les défis à relever sont grandioses selon les explications. L'UNICEF reste solidaire aux côtés de Madagascar. Et Madagascar a été choisi pour participer à la 7e édition du Rassina Dialogue à New Delhi, en Inde, qui s'est achevée aujourd'hui. Le pays a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Richard Anjemanjant. Les domaines des services aériens, applications géo-informatiques pour le développement rural et la défense nationale ont été entre autres discutés lors de cet événement. Christelle Rakoutmalal nous en dit plus. L'Inde continue de soutenir le développement de Madagascar. Cette coopération s'étend dans le domaine aérien, celui de l'application géo-informatique et la défense nationale. Invité par le gouvernement indien, Madagascar participe pour la première fois à ce dialogue qui a réuni 13 ministres et plus de 2000 participants. Madagascar a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, Richard Ranjamanjat. Lors de sa visite en Inde, le ministre a également été reçu par le Premier ministre indien, Narendra Modi, et le ministre indien des Affaires étrangères, Subramanian Jaishankar. Ils ont discuté au cours de la réunion des questions d'environnement, de commerce, d'alimentation et de santé.
Et le Japon figure parmi les pays qui investissent le plus à Madagascar. Outre le financement de la construction du port de Tuamas, le pays détient également la majorité des actions d'Ambadvi. Par ailleurs, la gastronomie unit également les deux pays. Reportage de Ruth Ritel Rakut Malal sur les images d'Yves Janel. Le gouvernement japonais a investi plus de 700 millions de dollars dans l'extension du port de Tuamas et à Ambadvi, le pays détient 54% des actions. La relation nippo-malagasy existe depuis 60 ans. Une coopération qui n'est pas uniquement économique, mais qui concerne tous les domaines, y compris la gastronomie. Dans ce domaine, deux chefs malagasy et deux chefs japonais feront valoir ensemble leurs talents lors d'un événement gastronomique qui se tiendra ce vendredi à Antanaren. Préparé, ça va être des plats, comme Madame a dit tout à l'heure, des plats malgaches traditionnels et des plats japonais traditionnels. Et en dessert, on va faire une fusion des deux. Donc il y aura des plats visuellement, c'est malagasy, mais ce sera fait avec des ingrédients japonais. Et il y aura aussi des desserts en forme complètement malagasy, mais que l'on va travailler pour donner un aspect plus japonais. Par ailleurs, la semaine économique organisée par l'Association économique Japon-Madagascar, ou AEMAJA, commence demain et ne se terminera que le 6 mai. Et dans les actualités de ce jour également, c'est le bilan du passage du cyclone Jasmine. 2 décès, 116 sinistrés sont les bilans du passage du cyclone Jasmine à Madagascar selon le rapport officiel du Bureau national de gestion des risques et catastrophes ou BNGRC aujourd'hui. 30 maisons au total ont eu des séquelles ou détruites par le cyclone. Les aides ont été déjà acheminées par l'État vers les districts les plus touchés. Les détails avec Fandessine Mireille et Asnara Fanzanar. 2 personnes ont perdu la vie dans le district de Tuli-Arain, dans la région Atsimon-Jefan, suite au passage du cyclone Jasmine dans cette partie de la grande île hier. 116 personnes sont sinistrées, 88 dans le district de Benech, 5 à Tuliar et 12 dans le district de Betukatim. Plus de 20 maisons sont partiellement détruites, 5 maisons sont complètement détruites, selon le rapport du Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Des aides ont été déjà acheminées par l'État vers les zones les plus touchées par le passage du cyclone. Et des mesures ont été déjà prises pour réduire les dégâts du passage du cyclone. Et l'amas nuageux amené par le cyclone Jasmine est sorti en mer dans le sud de Farafangan, dans la région Atsimosnan, vers le début de la matinée d'aujourd'hui. Toutes les annonces de vigilance ont été annulées selon le service de la météorologie. Le climat de Madagascar revient au climat habituel de cette saison. Les alizés du sud prennent place. De ce fait, la mer reste encore forte pour les côtes d'Antsim, Anjefan, Atsim et Atsimosnan, selon toujours les prévisions météorologiques. Et dans les actualités économiques, face à la crise mondiale actuelle causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le syndicat des industries de Madagascar, OSIM, apporte des solutions pour la relance économique du pays à travers la relocalisation des produits locaux. Cela créera des emplois et évitera également l'inflation, selon toujours le CIM. Reportage de Fielana Rakoutoarsoul et Jai Ranjamar. Rappelons que 80% des produits de première nécessité vendus à Madagascar sont importés. Pour pallier ce problème d'importation et l'inflation causée par la crise mondiale, il est temps de se tourner vers les productions locales et mettre en valeur les industries locales, selon le syndicat des industries de Madagascar aujourd'hui. De nombreux produits sont déjà disponibles dans le pays et les industries font de leur mieux pour produire localement. Selon le président du CIM, nous avons abusé dans l'importation des produits et avons délaissé les produits locaux. Pourtant, ces derniers ont leur qualité, outre le fait qu'ils créent de l'emploi. Nous devons prendre exemple sur l'Europe qui adopte la politique de relocalisation de ses produits et ne produit plus en Chine. Ainsi, il est important de valoriser nos produits. De son côté, l'État malagasy prend déjà ses responsabilités en appuyant les entrepreneurs dans la production locale et à travers différents projets comme l'ODOF, selon toujours le président du CIM.
De plus, le CIM aide l'État dans la mise en place de ce projet et surtout aide les jeunes dans la création d'emplois. Malgré les efforts de l'État et des industries, il est aussi important que les consommateurs changent leurs habitudes et consomment les produits locaux. L'objectif du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation est de créer 75 petites industries dans tout Madagascar pour cette année. Il s'agit de mettre en valeur les produits locaux au niveau des districts et des régions, mais aussi de promouvoir l'industrialisation dans le cadre du projet Tankits industriel ou pépinière industrielle. Reportage sur les images de Zahra Rangenso. Le projet pépinière industrielle du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation commence à se répartir dans tout Madagascar actuellement. Une petite industrie de transformation de pistaches en huile est déjà mise en place dans le district d'Ambatfinanjan actuellement ou encore dans la commune d'Akadnouj-Sakai. Le ministère compte également mettre en place des industries de transformation d'oignons à Mampkougne ou encore de transformation de tomates et de pommes de terre pour Vaknakarach et bien d'autres. Selon le ministre, des techniciens sont déjà en route pour la création d'une petite usine de transformation de canne à sucre à Matalak. L'objectif est ainsi de construire 75 petites et moyennes entreprises dans tout Madagascar pour cette année. Il s'agit aussi d'un projet qui vise à réduire le volume des importations de produits de première nécessité et de tout produire à Madagascar afin de valoriser nos produits et promouvoir l'économie des districts et régions. Une petite industrie de transformation sera alors mise en place toutes les semaines par le MIC, selon le ministre. C'est le seul moyen de faire face à la crise mondiale actuellement. Ce projet de pépinière industrielle s'inscrit également dans la réalisation des vélins du président de la République qui est l'autosuffisance alimentaire et l'industrialisation de Madagascar. C'est un problème technique au niveau du deuxième groupe de la centrale de production d'électricité d'Andékalek qui est à l'origine des coupures de courant alternées au niveau du réseau interconnecté d'Antananarivo où actuellement, selon le directeur général par intérim de la Jirama. Si la production d'électricité était de 60 MW auparavant, cela a baissé à 20 MW actuellement. Un transformateur a été déjà mis en place pour faire fonctionner ce deuxième groupe. Les techniciens sont en pleine réparation en ce moment. Aniana Martina nous en dit plus. 4 mois après l'explosion du premier transformateur à Andékalek, la centrale de production d'électricité d'Andékalek n'est pas encore intégralement opérationnelle. Si cette dernière avait pu produire 60 mégaoctets d'électricité auparavant, depuis le mois de mars dernier, il a résolu les problèmes de panne de courant alterné au sein du réseau interconnecté d'Antananarivo. Actuellement, cette production a baissé à cause d'un problème technique au niveau du deuxième groupe électrogène. Une raison également du retour des coupures de courant alterné selon les explications. Au plus tard, le problème de production de ce deuxième groupe devra être résolu d'ici la fin de la semaine, selon les explications des techniciens. Les matériels sont déjà arrivés à Andékalek, notamment le transformateur qui alimentera ce deuxième groupe. 4 transformateurs seront mis en place au sein de la centrale de production d'électricité d'Andékalek. 2 parmi eux seront les nouveaux transformateurs qui amélioreront et augmenteront la production, comme l'a annoncé le président Andradzuin. Ces groupes seront opérationnels vers la fin du mois de juillet, selon toujours les techniciens. Page sociale, toujours 90% de réussite lors du premier examen blanc du CEPE pour cette année scolaire pour une école 6 à Antananarivo, d'après l'enquête de nos journalistes aujourd'hui. Le programme scolaire terminé, cette dernière consacrera ce dernier bimestre aux révisions intensives. Reportage de Fiti Merkoufen et Yves Janel. Le résultat du premier CEPE blanc s'est amélioré pour cette année pour le cas d'une école d'Antananarivo. En effet, cette dernière a enregistré 90% de taux de réussite pour ce premier test. Les 10% restants peuvent encore se rattraper d'ici l'examen officiel. Les matières malagasy et mathématiques sont leurs principales difficultés, d'après leur dire ce jour. Le CEPE blanc vise surtout à identifier le niveau des élèves par rapport à l'examen officiel. Le niveau a donc considérablement augmenté pour cette année par rapport aux 2 années précédentes, une période durant laquelle l'on a constaté une réelle baisse de niveau due à la pandémie de Covid-19. 2 mois avant le CEPE, cette école compte y remédier en faisant de ce dernier bimestre une période de révision intensive.
Les vacances de Pâques ont d'ailleurs été raccourcies à cet effet. 2 autres CEP blancs devront encore avoir lieu en mai et en juin, toujours dans le cadre de la préparation de l'examen officiel qui se tiendra le 21 juin 2022. Et le budget alloué aux cantines scolaires au sein des écoles publiques dans les régions touchées par la malnutrition a été augmenté et s'élève à plus de 100 millions d'ariars actuellement. Selon la ministre de l'Éducation, les écoles primaires publiques, les collèges d'enseignement général et les lycées dans les régions Anos et Anjoy sont concernés par ce projet. Il ne s'agira plus d'acheminer des vivres au sein des écoles, mais d'envoyer directement le budget dans les caisses de ces écoles. Des négociations sont également en cours pour mettre en place ce programme de cantine scolaire dans les écoles de la région Haute-Matsiach pour soulager les parents, selon la ministre de l'Éducation nationale. Dans les actualités internationales de ce soir, dans le sud de l'Ukraine, la ville de Mykolaïv résiste toujours à l'avancée des troupes russes. En plus des bombardements, ses habitants doivent faire face au manque d'eau de plus en plus rare depuis 2 semaines. France 24. Ce sont des scènes devenues habituelles à Mykolaïv. Depuis 2 semaines, les habitants de cette ville du sud de l'Ukraine sont condamnés à se procurer de l'eau de manière quotidienne. La guerre ayant endommagé les infrastructures qui acheminaient l'eau de la ville voisine de Kherson, désormais sous occupation russe. Je dois venir chercher de l'eau tous les jours. Bien sûr que je veux que les choses aillent mieux. Ce n'est pas normal de ne pas avoir d'eau dans un pays européen. Ici, nous sommes sur nos terres. Nous n'avons attaqué personne. Avant, on vivait une vie normale et tout allait bien. Le gros problème, ce sont les gens qui ne peuvent pas physiquement aller chercher de l'eau par eux-mêmes, qui sont coincés chez eux, les personnes âgées, les handicapés. Alors on essaye d'avoir de l'eau pour nous et de les aider ensuite. Derrière ce mur, une source d'eau. Il s'agit de l'un des 11 forages que les autorités de Mykolaïv ont creusés dans la ville pour étancher la soif de ses habitants. Cependant, les forages à eux seuls ne suffisent pas. Face aux besoins importants de la population, des initiatives privées ont vu le jour. Cette compagnie a décidé de mettre à disposition des habitants une eau transportée depuis Odessa. Un signe de solidarité très apprécié en ces temps de guerre. C'est comme ça. Il y a de l'eau à Odessa et ici il n'y en a pas. Tout le monde tient le coup du mieux qu'il peut. Donc je pense qu'il faut aider les gens. Nous, on n'habite pas loin. On est un seul pays. Il faut s'entraider. Cependant, pour beaucoup d'Ukrainiens, la Russie essaye de briser cette unité. Le maire de Mykolaïv soupçonne l'armée russe d'avoir intentionnellement ciblé les infrastructures hydrauliques avec un seul objectif en tête. Créer un problème écologique ou quelque chose comme ça. Le ministère de la Défense russe a écrit sur son site internet qu'il y a un problème à Mykolaïv, que beaucoup de gens ici meurent à cause de maladies causées par le manque d'eau. Pour l'instant, la population de Mykolaïv fait preuve d'une très grande résilience, alors que les autorités locales mettent tout en œuvre pour rétablir l'eau, ne serait-ce que pendant quelques heures par jour. Ces mêmes autorités poussent les habitants à quitter la ville. Ici, l'inquiétude est grandissante face à une intensification très probable des combats. La justice birmane a reconnu aujourd'hui l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi coupable de corruption et l'a condamnée à 5 ans de prison. La lauréate du prix Nobel de la paix est visée par une cascade de procédures judiciaires visant à l'exclure définitivement de l'arène politique. France 24 nous en dit plus. Pour Aung San Suu Kyi, les peines de prison s'allongent encore un peu plus. L'ex-dirigeante birmane a été condamnée à 5 ans de prison ce mercredi pour corruption. Elle est accusée d'avoir touché près de 600 000 $ et 11 kilos d'or d'un ancien ministre. La prix Nobel de la paix 1991 est la cible de la junte birmane depuis le coup d'État de février 2021. Elle avait alors été immédiatement arrêtée, placée en résidence surveillée depuis et en est désormais à sa 3e peine de prison. Aung San Suu Kyi avait d'abord été condamnée à 2 ans de prison fin 2021 pour non-respect des restrictions liées au coronavirus, puis 4 années supplémentaires pour importation illégale de talkie-walkie.
Mais Aung San Suu Kyi, qui a déjà été près de 15 ans en résidence surveillée par le passé sous les précédentes dictatures militaires, pourrait connaître de très nombreuses condamnations supplémentaires. Fraude électorale, sédition, violation de secrets d'État datant de l'époque coloniale. L'ex-dirigeante est encore visée par 10 autres accusations. Au total, elle risque plus de 150 ans de prison. Monument du théâtre français décédé mi-avril à l'âge de 96 ans, Michel Bouquet reçoit aujourd'hui un hommage national présidé par le président français Emmanuel Macron, tout juste réélu à la tête de l'État. France 24. Les 3 coups ne résonneront plus pour Michel Bouquet. Le géant du théâtre français a tiré sa révérence après 75 ans passés sur les planches. Jeune comédien, Michel Bouquet travaille avec les pères fondateurs du théâtre moderne français. Jean Anouilh, André Barsac, Jean Vilar, aux côtés duquel il participe à la création du Festival d'Avignon à la fin des années 40. Albert Camus aussi. Une position avant-gardiste pour un comédien qui, pendant toute sa carrière, rendra hommage à ses maîtres. Je crois que le théâtre, c'est le seul endroit au monde où toutes les vérités sont dites. Et toutes les vérités sont permises, toutes les vérités sont écoutées. Lorsqu'il reçoit son premier Molière en 1998 devant la salle debout, c'est encore à eux qu'il pense. Un acteur n'est rien s'il n'a pas le personnage. Et la seule personne qui puisse donner vie au personnage, c'est l'auteur. De Molière, il a quasiment tout joué, et parfois plusieurs fois. Le malade imaginaire et bien sûr l'avare. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Il recevra 2 autres Molières en 2005, puis en 2014 pour l'ensemble de sa carrière. Au cinéma, Michel Bouquet incarne à merveille le bourgeois de province dans les années 60 et 70. Il est un compagnon de route de la nouvelle vague, Truffaut, mais surtout Chabrol, qui le fait tourner dans 6 de ses films. En 2005, il incarne François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian, un film qui lui vaudra le 2e César de sa carrière. C'est le cadeau d'adieu du Parti socialiste. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. En 2019, à 93 ans, il annonce qu'il ne remontera plus sur scène, trop fatigué, dit-il. Il reste l'un des plus grands interprètes de Molière et de Ionesco et un modèle pour les nouvelles générations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne et n'oubliez pas votre série Manuela. Très bonne soirée à tous. Au revoir.